Moi, au-delà de ma transition écologique personnelle, j'essaie en fait de la faire infuser aussi dans le professionnel. C'est pas neutre en fait de faire Super Green Me. Je suis pas juste un podcasteur comme les autres, non, je suis un podcasteur sur l'écologie, c'est mon sujet de prédilection, donc j'essaie d'en faire plus avec mon métier. À voix haute pour la biodiversité, c'est le podcast de l'association Humanité et Biodiversité où la parole des jeunes fait la différence. Aujourd'hui, écoutez l'intégralité du témoignage de Lucas Caltriti, journaliste et créateur du podcast Super Green Me. Découvrez son parcours, l'origine de son engagement, ses réflexions sur la transition écologique et les projets qu'il porte pour notre avenir et le bien commun. Lucas Caltriti, j'ai 30 ans, je suis journaliste et créateur du podcast Super Green Me. J'ai grandi dans le sud-est de la France, dans un milieu périurbain, on va dire, mais j'ai quand même eu la chance d'avoir un jardin, et donc j'ai quand même pas mal de souvenirs de moi qui soit gambade dans ces jardins, soit de ma mère notamment qui jardine, et j'ai aussi pas mal de souvenirs de nature chez mon grand-père, qui, alors lui c'est un peu particulier, il habitait pas du tout à la ville, il habitait très reculé on va dire, et dans une forêt, dans une petite cabane dans la forêt, de fait entouré de nature et de, ce que je ne savais pas encore, mais de biodiversité. Donc oui, j'ai quand même une enfance assez proche de la nature et aussi une enfance qui m'a donné le goût en fait au moins de la végétation. J'ai pas vraiment été sensibilisé sur les thématiques écologiques et environnementales pendant ma jeunesse. Mes parents m'ont pas vraiment inculqué ça parce que j'ai 30 ans, je suis né en 1994, donc début des années 2000, c'était pas la préoccupation majeure. En revanche, on m'a en tout cas inculqué un certain respect, je trouve, vis-à-vis des animaux, notamment de par mon grand-père, des animaux et des insectes. Mon grand-père détestait quand on montait chez lui dans le cabanon, par exemple, qu'on tue un insecte, qu'on tue une mouche, une fourmi, ou ce qu'on peut faire quand on est jeune, ou même quand on est un peu embêté par un insecte au repas. Il détestait ça. Vraiment, il supportait pas ça. Donc voilà, il n'y a pas vraiment une éducation autour des enjeux écologiques ou liés à la biodiversité. En revanche, il y avait quand même une petite attention à une frange du vivant, on va dire, qui était notamment les animaux. Ce cadre dans lequel j'ai grandi, finalement, je l'ai quand même assez mis de côté, on va dire, au fur et à mesure que les années passaient, notamment pendant l'adolescence. Les rêves, les ambitions qui se sont forgées à ce moment-là n'étaient pas vraiment en lien avec ça et qui n'étaient pas forcément compatibles avec la nature. C'est pas ce qui m'intéressait vraiment. Donc non, j'ai un petit peu oublié, on va dire, ces préceptes. Je les ai enfouis pendant pas mal de temps, en rêvant de voyage, en rêvant de grosses bagnoles, en rêvant de beaucoup d'argent. Donc effectivement, pendant une bonne vingtaine d'années, en fait, j'ai mis un petit peu ça sous le tapis avant que ça ressorte de façon un peu inattendue. Pendant le confinement, j'ai repensé à quelque chose que mon prof de SVT au lycée m'avait dit. Je m'explique. Il nous avait dit que le CO2 n'était pas responsable du réchauffement climatique. Mais ce monsieur n'était pas climato-sceptique, et c'était d'ailleurs un prof que vraiment j'adorais. Ce genre de prof qu'on rencontre dans sa scolarité, on en rencontre peut-être 2-3 grands max, il en faisait partie, qui vraiment sont absolument géniaux et peuvent vous faire aimer mais n'importe quelle matière, même si à la base vous la détestez. Et c'était cet homme-là. Donc il nous avait dit ça à l'époque, je pense que j'étais en première ou en terminale, donc j'avais genre 16-17 ans. J'avais même travaillé dessus, j'avais fait un TPE, je sais pas si ça existe encore, mais c'était une des épreuves du bac et je l'avais faite là-dessus. Et j'avais eu une très bonne note d'ailleurs en prouvant que le CO2 ne réchauffait pas l'atmosphère, que c'était plutôt le méthane. Et pendant le confinement, je repense à ça et je me dis, mais est-ce que c'est vrai? Parce que maintenant ça me paraît gros, depuis j'ai un peu plus de recul, je devais avoir 25 ans, donc je recherche, je vais voir, et honnêtement, je trouve pas grand-chose. Sur internet, ou des choses très très compliquées, mais en tout cas il n'y a pas d'article journalistique simple. C'est le confinement, je me fais un peu chier, j'ai pas grand chose à faire, donc de fil en aiguille, je me dis mais est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça en lien avec l'écologie, où il y a une grande question et on n'a pas vraiment la réponse?
je pense aux voitures électriques. Je me dis, ah tiens, oui, c'est vrai, est-ce que les voitures électriques, c'est plus écolo que des voitures thermiques ou pas? Parce qu'on entend beaucoup de choses, la batterie qui est polluante, on peut pas recycler, etc. Là, encore une fois, plein d'articles qui sont contradictoires et pas de réponse simple. Je retombe aussi sur un mail où on me dit, pensez pour la planète à supprimer ce mail ou à pas l'imprimer, machin, tout ça. Et donc, de tous ces questionnements, d'un point de vue très opportuniste, je me dis, en fait, si je trouve pas la réponse sur Internet, je vais décider de l'apporter moi. Et donc, c'est comme ça, en fait, que je crée mon tout premier podcast qui s'appelle Y'a le feu au lac et qui a été produit par Ouest France, dans lequel je décortique des idées reçues qu'on peut avoir sur l'écologie. Et donc, en fait, ma prise de conscience, elle est née là. Elle est née d'un opportunisme professionnel, parce que j'étais pas du tout écolo, simplement, je m'emmerdais un peu pendant le confinement, il y avait un espace de libre, j'ai voulu le prendre. Et en fait, en prenant cet espace, j'ai interviewé des personnes, notamment Valérie Masson-Delmotte, mais j'ai lu les rapports du GIEC, j'ai lu des études du Shift Project, notamment sur le numérique, j'ai lu des travaux de l'ADEME, et en fait, tout ça a un peu infusé en moi. Et j'ai commencé à me dire, merde, en fait, l'écologie, c'est pas vraiment une opinion, on n'a pas à être pour ou contre, ça nous concerne tous, le réchauffement climatique, c'est une chose grave. Donc, ma prise de conscience, elle est d'abord climatique. Et c'est là, en fait, que tout commence, et c'est à partir de là, finalement, que naît un peu Super Green Me. Parce que pendant le confinement, encore une fois, je vois beaucoup ce chiffre de 2 tonnes de CO2 revenir. C'est l'empreinte carbone qu'il faudrait toutes et tous qu'on ait à l'horizon 2050 pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés maximum. Donc à peu près sauver les clous de l'accord de Paris. Sauf que 2 tonnes de CO2, on ne sait pas ce que c'est. C'est ma compagne en fait qui m'a dit mais 2 tonnes, je ne sais pas ce que c'est. Donc montre-moi qu'est-ce que c'est que 2 tonnes de CO2. Et c'est de là en fait qu'est née l'idée de Super Green Me. Donc Super Green Me, c'est le podcast que j'ai créé dans lequel je raconte ma transition écologique. Et justement, la première saison est dédiée à ce chiffre, 2 tonnes de CO2. Et je me lance le défi, en 6 mois, d'essayer d'abaisser mon empreinte carbone à 2 tonnes de CO2. Et ce qui est marrant, c'est que je l'avais pas forcément fait exprès, ou je m'en souvenais pas. C'est que dans le tout premier épisode de Super Green Me, je parle de la biodiversité. Dans le prologue, j'en parle, et je dis, oui, la biodiversité va mal, en gros. Mais j'ai absolument aucune idée de ce que signifie ce terme. Vraiment, je n'en sais rien. Et d'ailleurs, je l'ai lu complètement. Voilà, je le mentionne une fois dans l'épisode 1 et après, ça ne revient plus jusqu'à la saison 3. Au commencement de Super Green Me, j'ai voulu avoir en fait une approche assez mathématique sur la question, parce que moi ça m'aide beaucoup, j'ai un esprit comme ça assez carré, il me faut des chiffres, j'aime pas les choses trop abstraites. Donc j'ai logiquement calculé mon empreinte carbone pour savoir combien en fait est-ce que j'émettais de gaz à effet de serre. Il me semble, de tête, je crois que j'étais environ à 8 tonnes, à peu près dans la moyenne des Français qui est d'une dizaine de tonnes. Et c'est vrai que le calcul de l'empreinte carbone permet de voir ce qui pollue chez nous et ça peut être assez surprenant. Moi, typiquement, la part d'alimentation à cause de la viande était de plus de 2 tonnes de CO2. Donc en fait, rien que sur mon alimentation, je pétais déjà mon budget carbone en 2050 et mon budget carbone cible. Donc ça, c'est assez déstabilisant et un peu démoralisant, il faut être honnête. Et l'autre chose qui, donc moi, était pas dans mon empreinte carbone personnelle, mais qui m'a vraiment interloqué. C'est d'ailleurs, je pense, vraiment une des choses qui m'ont permis de réaliser à quel point la situation était grave, c'est les émissions de CO2 liées à l'aviation. En gros, un Paris-New York, à peu près, c'est 2 tonnes d'équivalent CO2. Donc, en gros, en un Paris-New York aller-retour, donc en une quinzaine d'heures de vol d'avion, on a cramé son budget carbone annuel. Donc une fois que j'ai calculé mon empreinte carbone et que j'ai vu que la part de l'alimentation était de plus de 2 tonnes, je me suis dit que j'allais commencer par là. Déjà parce que c'est ce qui pèse le plus lourd chez moi et parce qu'en fait c'est, entre guillemets, la chose la plus facile. Ça ne demande pas d'investissement particulier. Au contraire, on arrête d'acheter de la viande, donc on peut potentiellement faire des économies. Donc j'ai commencé par là, j'ai arrêté la viande. Et donc tout ça, je l'ai documenté dans Super Green Me, dans une sorte de journal de bord audio, un petit peu au jour le jour. Et moi, le gros viandard, j'adorais, enfin, je vois même pas pourquoi j'emploie l'imparfait, j'adore la viande, en soi j'en mange quasiment plus, mais factuellement j'aime toujours ça.
j'avais très peur. J'avais vraiment l'appréhension de me dire, est-ce que tu vas rêver d'entrecôte la nuit ? Est-ce que tu vas te réveiller en nage dans ton lit en disant vite là il me faut un bout de viande, là il me faut de la barbaque, j'en peux plus. Et ça n'a pas été le cas. Ça n'a absolument pas été le cas, donc ça, déjà c'était une plutôt bonne surprise. Tout s'est plutôt bien passé. Je me suis désaccoutumé assez rapidement et assez facilement de ça en fait. En calculant mon empreinte carbone, donc je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs piliers qui pèsent beaucoup. Il y a l'alimentation, ensuite il y a les transports, parce que même si je prenais pas l'avion, je me déplace essentiellement en train, mais un petit peu en voiture aussi. Le troisième pilier, c'est le logement. Je vivais et je vis encore dans une passoire thermique qui est chauffée au gaz, donc qui est une énergie fossile qui émet beaucoup de CO2. Ensuite, il y a un autre pilier qui est les achats, que ce soit les vêtements, que ce soit le numérique, que ce soit l'électroménager. Et il y a ensuite donc un dernier pilier qui est les services publics, qui sont les émissions du secteur de la santé, du secteur de la défense, l'administration, tout ça émet du CO2. Mais en revanche, voilà, ce pilier, on ne peut pas y toucher, il est quand même assez conséquent. Il était de mémoire à 1,5 tonne de CO2. Et donc en fait, après avoir calculé ça, de voir à quel point je polluais et qu'est-ce qui polluait chez moi, j'ai vraiment pu me mettre à l'action et lancer Super Green Me. Donc au commencement de Super Green Me, je prends la décision d'arrêter de manger de la viande, du moins de réduire drastiquement, comme je le dis dans le podcast, ma consommation de viande, c'est-à-dire que je me laisse quand même une carte viande au cas où pour me rassurer et me dire que je vais pouvoir souffler quand même une fois par mois, donc 6 fois pendant l'expérience avec une petite viande. Mais voilà, ça se passe globalement très très bien, mais il y avait quand même une petite pression sociale parfois, et ça peut être en fait assez éreintant de répéter tout le temps. J'ai décidé d'arrêter de manger de la viande pour des raisons écologiques. Alors, cela dit, ça s'est quand même très bien passé. J'ai eu vraiment un entourage assez compréhensif. Je pense que le fait que j'enregistre un podcast jouait aussi, c'est vrai. Mais malgré tout, voilà, je suis quand même entouré de gens assez bienveillants, assez compréhensifs et assez aimants, ce qui a évidemment facilité, mais grandement cette transition, parce que si on veut bien faire, et ça nous coûte, il y a une sorte de charge mentale quand même au début de la transition. Si c'est résistant, qu'on a des moqueries persistantes, que les gens renaclent un petit peu à l'idée de nous aider dans cette transition, ça peut être très compliqué, très décourageant, et on peut avoir envie d'abandonner. Moi, ça n'a vraiment pas été le cas, j'ai été soutenu. Durant toute l'expérience de Super Green Me, mais en fait depuis, ce qui m'a toujours vraiment tenu à cœur, c'était de ne surtout pas être moralisateur, de surtout pas faire la leçon aux gens. Moi j'ai toujours essayé d'expliquer les choses, de dire écoutez, moi je le fais, si tu ne veux pas le faire, ne le fais pas. Enfin, ça ne me regarde pas, c'est pas mon problème, moi je le fais, je t'explique pourquoi je le fais, j'essaie de t'expliquer les enjeux, les ordres de grandeur, l'urgence dans laquelle on vit. Si tu veux pas te mettre à l'action, je vais pas te forcer, on vit en démocratie, tu fais ce que tu veux. Et je pense très sincèrement que cette approche a pas mal marché. Dans les retours que j'ai pu avoir sur Super Green Me, sur mon travail, c'est quelque chose qui a plu aux gens, effectivement. Et donc voilà, c'est pas excessivement original, mais en tout cas, ça m'a toujours tenu à cœur d'adopter cette stratégie-là. Et je trouve en plus que c'est même beaucoup plus efficace finalement, parce qu'en fait, une écologie moralisatrice, ça ne va jamais déclencher de transition écologique. Honnêtement, il faut pas rêver. Alors que quelque chose d'un peu bienveillant, un peu compréhensif, là, ça peut marcher. C'est un soft power en fait très très important. Et moi, dans les retours que j'ai eus, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui m'ont remercié, qui m'ont dit, moi j'ai arrêté la viande, moi j'ai arrêté l'avion. J'ai eu beaucoup de témoignages assez sympathiques et qui te font plaisir et qui te motivent à continuer. Il y a une chose que j'avais pas du tout anticipé, c'est que ma transition écologique n'allait pas être personnelle. J'étais persuadé que moi j'allais arrêter la viande dans mon coin, que j'allais pas prendre l'avion, que ça allait concerner absolument que moi. Ce qui n'est pas du tout le cas, parce qu'en fait, je vis en société. Et la première société dans laquelle je vis, c'est mon foyer. Donc en fait, déjà, ça a des conséquences sur ma compagne, qui vit avec moi. Ensuite, ça a des conséquences
sur mes amis, sur les membres de ma famille. Et ça, c'est encore une fois une erreur que j'ai commise, mais c'est de ne pas avoir anticipé ça. Et c'est vrai que c'est assez surprenant. Et donc là, il faut redoubler d'efforts aussi pour anticiper ça, mais aussi faire beaucoup de pédagogie pour que ça puisse passer, de pas trop frustrer, gêner, bloquer les autres. Ça fait maintenant 3 ans et demi que j'ai entamé, on va dire, ce processus de transition écologique. C'est pas du tout joli comme expression, mais voilà. Et c'est pas que je suis allé plus loin que ce que j'imaginais, c'est que je suis parti sur une autre planète de ce que j'imaginais. Parce que, en fait, il n'y a pas que l'empreinte carbone à abaisser. C'est pas si facile que ça, même si c'est déjà pas excessivement évident, mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres choses, et notamment l'effondrement du vivant et cette crise de la biodiversité qu'on vit en plus du réchauffement climatique. Et au-delà de ça encore, il y a tout plein de problèmes, notamment d'épuisement des ressources. Donc en fait, on se rend compte que le problème est un petit peu sans fin, et donc, mais ce qui nous force en fait toujours à aller plus loin pour essayer de s'améliorer ou d'avoir le plus de connaissances possible. Le fait d'avoir abordé cette transition comme un défi, ça m'a permis en fait de noter quelques aspects un peu négatifs et quelques a priori en fait négatifs que j'aurais pu avoir sur la transition. Voilà, j'ai pas vu ça en fait comme des contraintes. Donc déjà ça c'était quand même assez cool au début, ça te permet de faire passer un peu la pilule, et après tu te rends compte en fait assez rapidement de beaucoup de co-bénéfices en fait que tu peux avoir. J'ai envie de dire un peu comme un jeu, mais en fait tu prends un certain plaisir à t'aligner en fait avec tes convictions, t'as l'impression de marquer des points. En fait, on se rend compte au final qu'on a tout à gagner à faire cette transition, et même moi qui suis très très cartésien, il y a aussi finalement, je trouve, un autre rapport au temps, un autre rapport au travail en fait qui se développe. Moi, c'est allé de pair avec ma transition. Ma transition, elle n'a pas été que écologique au sens de l'empreinte carbone. Il y a eu vraiment toute une réflexion sur comment est-ce que le monde fonctionne, comment notre société fonctionne et quelle est notre place en fait dans cette société-là. Ce qui m'a permis d'avoir un rapport au temps un petit peu plus différent, de vouloir avoir plus de temps pour moi, plus de temps pour me balader, j'aime pas du tout l'expression, mais elle a le mérite d'être parlante, de me reconnecter un petit peu à la nature, de prendre plus le temps. La première saison de Super Green Me, elle était cantonnée à l'empreinte carbone, et en fait, à l'issue de la première saison de Super Green Me, alors c'est pas diagnostiqué d'un point de vue médical, donc je peux pas dire que j'ai vécu une dépression, mais en tout cas, j'ai vraiment vécu un gros coup de moins bien. Ce qui m'a emmené en fait à faire une saison 2 sur les imaginaires, parce qu'en fait je me suis rendu compte que toutes les ambitions, tous les rêves que j'avais quand j'étais jeune n'étaient pas du tout en adéquation avec un monde neutre en carbone, ce qui s'accompagne de ce nouveau rapport au temps, etc., de ce nouveau rapport à la propriété aussi. Donc je suis parti sur les imaginaires en saison 2, et en tirant un peu le fil, je me suis rendu compte qu'il manquait quand même un pan très très important, un pan fondamental de l'écologie à ce podcast, qui était la biodiversité. Dans mon travail de journaliste, au-delà de Super Green Me, j'ai commencé aussi un petit peu à lire sur le sujet, à me renseigner, à monter en compétences, et je me suis rendu compte que le sujet était vraiment, au-delà de son importance, qu'on vivait vraiment une crise d'une gravité extrême. On vit la 6e extinction de masse, tout simplement, sachant que, pour se donner une idée, la précédente extinction de masse, c'était celle qui a vu la disparition des dinosaures, donc on se rend bien compte de la gravité de la situation aujourd'hui. Donc je pouvais pas en fait ne pas traiter ce sujet, et je me suis dit, on va faire une saison 3, on va faire la dernière saison de Super Green Me, sur la biodiversité, sur la crise du vivant, avec toujours cette volonté, déjà de pas être moralisateur, mais d'essayer de partir de l'action individuelle. Donc en quoi nos modes de vie participent, contribuent à l'effondrement du vivant, et comment est-ce qu'on peut modifier nos modes de vie pour justement limiter un petit peu cette catastrophe, essayer de sauver les meubles, quoi. Quand on réalise un peu la situation du vivant, on se dit ok, d'accord, c'est si important que ça, c'est si grave que ça, il y a autant de choses que ça. La bonne nouvelle, c'est que même si ça demande de beaucoup se renseigner, parce que les enjeux sont encore complètement différents et ils sont en fait bien plus larges que le climat, mais la bonne nouvelle là-dedans, quand même, c'est que certaines bonnes actions qui ont un effet sur le climat, on va les retrouver en fait pour la biodiversité. Typiquement sur la viande. Pas pour les mêmes raisons,
La viande, par exemple, on va l'arrêter parce qu'elle va émettre, pour le climat, beaucoup de gaz à effet de serre, beaucoup de CO2. Notamment la viande rouge en particulier, parce que les vaches éructent du méthane. Pour la biodiversité, ça va avoir un impact aussi considérable de limiter ou d'arrêter sa consommation de viande. Et ce qui est fou, c'est que c'est même pas parce qu'on va arrêter de zigouiller des animaux pour les manger. Le plus gros problème, il est même pas là. C'est pour vous dire l'étendue du problème. C'est parce qu'en fait, pour nourrir ces animaux, alors là en particulier plutôt les volailles et le porc, nous sommes dépendants du Brésil. Parce que le Brésil est le premier fournisseur mondial de soja et qu'en fait les volailles et le porc sont en majorité nourris par du soja qui est issu de la déforestation au Brésil. Donc voilà, c'est très très compliqué, c'est très dense, c'est tentaculaire comme sujet, la biodiversité et le vivant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se retrouver sur des actions et qui ont des co-bénéfices autant sur la biodiversité que sur le climat. À la question comment est-ce que ces sujets peuvent infuser plus largement la société, j'avoue que j'ai pas vraiment de réponse. Enfin, du moins, j'ai pas une seule réponse parce que c'est très compliqué. Parce qu'en fait, la population, le grand public, ça veut rien dire. Il y a plein de strates différentes, il y a plein de réalités différentes entre les citadins, les ruraux, les classes supérieures, les classes moyennes, les gens qui sont dans une situation de précarité. Enfin, c'est vraiment très 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 compliqué. Donc je pense qu'il y a plein de manières en fait que ces sujets dominent l'actualité. Et encore, même s'ils dominaient l'actualité, est-ce qu'ils domineraient l'action politique ? Je sais pas. C'est très complexe. Moi, j'essaie de faire ce que je peux entre guillemets et donc de m'adresser aux gens qui marchent comme moi, qui fonctionnent comme moi. En fait, j'essaie tout simplement de faire de la pédagogie, de leur expliquer où en est la situation et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc en gros, j'essaie d'apprendre des choses aux gens. En tout cas, ce qui est clair, c'est que l'action individuelle, elle n'est pas suffisante. Malheureusement, j'ai envie de dire, elle est fondamentale, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. C'est pas parce que tous les individus vont changer que la situation sera réglée, parce qu'en fait, on est toujours confronté à des limites. Il y a aussi les grandes entreprises, mais il y a aussi les États, les politiques. Il faut que tout le monde bouge de façon coordonnée. Et c'est pour ça que moi, au-delà de ma transition écologique personnelle, j'essaie en fait de la faire infuser aussi dans le professionnel. C'est pas neutre en fait de faire Super Green Me. Je suis pas juste un podcasteur comme les autres. Non, je suis un podcasteur sur l'écologie. C'est mon sujet de prédilection. Donc j'essaie d'en faire plus avec mon métier. Et même voilà, la Super Green Me se termine. Et donc ma prochaine expérience professionnelle, elle va être en fait au niveau supérieur, au niveau collectif. Parce que j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour au niveau de l'action individuelle. Et ben après, on va mettre la pression pour essayer de faire changer les choses, mais à un niveau différent, un niveau économique, un niveau politique, et pour essayer d'aller dans le bon sens. Merci à Lucas Caltretti pour son témoignage dans À Voix Haute pour la biodiversité, le podcast où la parole des jeunes fait la différence. Si vous avez aimé ce podcast, montrez-le sur votre plateforme d'écoute avec 5 étoiles et un commentaire. Pour agir et nous rejoindre, retrouvez Humanité et Biodiversité sur le web et les réseaux sociaux. Un podcast produit avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.